Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Grande Couronne, paru chez Christian Bourgois éditeur, est le premier roman de Salomé Kiner. Mais à son contact, on pense davantage à une couronne d'épines. Personnages flamboyants qui passent tour à tour par le mépris, la lâcheté, la fraternité, et qui reproduisent malgré tout ce parcours à l'aveugle, ont trouvé leur chemin romanesque tracé par Salomé Kiner, provoquant chez nous un gros coup de cœur. Plongé dans les années 2000, humour grinçant et juvénile, on ne connaîtra jamais le nom de l'héroïne. Pas grave, c'est surtout la voix d'une génération, parfois sacrifiée, mais parée au combat. Bonjour Salomé Kiner, nous sommes dans les années 2000, la société de consommation est reine. Grande Couronne, c'est un roman générationnel ? Je pense que c'est en tout cas un roman qui représente le paysage d'une certaine génération, mais je pense aussi, en tout cas j'espère, qu'il la dépasse, dans le sens où ça touche aussi à des sujets qui me paraissent plus universels, comme le lien mère-fille, la famille, et que l'adolescence, elle n'est pas propre aux années 90, c'est un âge qu'on traverse tous, et j'espère qu'il y a des sensations ou des sentiments liés à l'adolescence qui sont partageables, quelle que soit la génération dont on vient. Et ensuite, par rapport aux marques et à la consommation, alors oui, c'est des marques qui représentent une certaine époque, mais après, je pense que ce que dit entre les lignes ce rapport à la consommation est quelque chose qui traverse aussi les époques. Salomé, votre livre commence très fort, par un acte de prostitution, comme une claque donnée au lecteur, comme une claque donnée à l'insouciance. Avant l'interview, d'ailleurs, on disait que votre livre tapait le lecteur. J'avais pas prévu de commencer par une scène aussi brutale. Ça s'est présenté un peu comme ça. Je me suis pas dit tiens, je vais commencer très fort. Ce qui est sûr, c'est que j'avais envie que le lecteur soit surpris, comme la narratrice est surprise quand ça lui tombe dessus. Je crois qu'on ne décide pas à cet âge-là qu'on va se prostituer. Je pense que c'est aussi... je fais pas une généralité sur tous les cas de figure, mais en tout cas, l'idée c'était qu'elle avait une frustration et une ambition qui était celle de pouvoir accéder à certains produits et certains objets de marque. Et au nom de cette obsession, elle va accepter des choses dont elle ne comprend pas vraiment la gravité, puisqu'elle est tellement aveuglée par l'objectif ultime, qu'en fait ça va faire passer au second plan la gravité et la violence de ce qu'elle va subir pour arriver à ce stade supérieur. Dans votre livre, il y a un personnage flamboyant, génial. Il s'agit de Chanel, l'anti-Chanel. Est-ce que Chanel existe ? Chanel n'a pas été directement inspirée par un personnage que j'ai connu. Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses que j'ai croisées chez des femmes et des jeunes femmes que j'admirais beaucoup. J'avais envie de montrer la puissance féminine à travers des cas de figure très différents, mais montrer en tout cas que la ressource existe toujours quelque part. Après, on arrive à la trouver et à la solliciter, mais ouais, c'était un mélange de plein de choses que j'ai adorées chez des femmes que j'ai croisées dans ma vie. Chanel. C'est peut-être la copine qui m'a manqué aussi, Chanel, quand j'étais moi-même adolescente. Et en renouant avec cette période, il y avait un peu le plaisir de créer une surface de réparation, en fait, par rapport à toutes les frustrations que j'avais gardées par rapport à l'adolescence. Et de me dire, vas-y maintenant, fais-toi plaisir, tu peux tout réinventer, tu peux tout réécrire. Et Chanel, ça faisait partie de ce qui m'avait manqué, je crois. Grande Couronne, c'est pas le roman de la prostitution, ce serait plutôt le roman de la réconciliation.
Pour moi, c'est pas un livre sur la prostitution, c'est un sujet sans en être un, puisqu'en fait, c'était vraiment un prétexte pour moi qui me permettait de parler de sujets qui étaient importants pour moi, à savoir l'initiation sexuelle et la violence que peuvent impliquer ces moments. Et ça m'arrangeait, il fallait aussi qu'il y ait un élément transgressif, il fallait que cette ado, elle fasse quelque chose en cachette de ses parents. Et donc les deux se sont réunis en créant ce réseau de passes. Et la deuxième partie de votre question, je suis pas sûre que c'est un livre de la réconciliation, puisque à mon avis c'est un procédé qui pourrait venir, mais beaucoup plus tard dans la vie de la narratrice, une fois qu'elle aura vraiment compris et digéré peut-être ce qui s'est passé à ce moment-là de sa vie. Par contre, je pense que c'est un récit de l'acceptation de soi et des autres. Je crois que c'est Nicolas Mathieu qui dit un roman d'apprentissage, c'est un roman de la désillusion, puisque forcément, pour pouvoir construire et reconstruire sa vie sur des bases saines, il faut d'abord se débarrasser de certaines illusions. Ouais. Salomé, quand on lit votre livre, on pense à Virginie Despentes, par rapport à votre style, saccadé comme des battements de cœur, affolés, toujours avec beaucoup d'humour. C'est ce que vous aimez dans la littérature, le style brut, sans enrobage ? Non, c'est pas la seule chose que j'aime. Je peux lire vraiment des choses très différentes. On compare aussi beaucoup à La vie devant soi, qui est vraiment une référence que je revendique aussi totalement, qui est une écriture très marquante pour moi. J'ai beaucoup coupé, c'est vrai, pour tenir une ligne et puis pour que ce soit sec, mais aussi parce que je voulais vraiment, ça me paraissait être ce qui se passe dans la tête d'une adolescente, en fait. C'est que souvent les pensées vont plus vite que le cerveau n'arrive pas vraiment à suivre. On pense à quelque chose et puis d'un coup on pense à autre chose et puis on est en train de vivre un truc super violent, mais en même temps on est en train de penser au fait qu'on a oublié de tirer la chasse d'eau. Et comment est-ce qu'on fait le tri là-dedans ? Donc ça me paraissait être l'écriture qui collait au mieux à cet état intérieur. C'est aussi pour ça que je l'ai écrit à la première personne, parce que la troisième personne, ça m'aurait paru trop plaquer en fait des idées depuis l'extérieur, et j'avais vraiment envie d'être dans une expérience presque organique, d'être vraiment dans sa chair. Et on me demande parfois pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas physiquement, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas son prénom, parce qu'en fait quand on parle soi-même, on se décrit rarement physiquement, on donne rarement son prénom, parce que je voulais pas créer une situation artificielle où elle se présentait. Donc je me dis si ça vient je donnerai son prénom, mais ça s'est pas présenté. Et oui, donc tout ça, la langue, la première personne, le rythme, pour moi c'était vraiment ce qui me permettait d'être dans la tête de cet ado, plus qu'un effet de style ou voilà. Après, la comparaison avec Virginie Despentes me flatte énormément, c'est sûr. Je suis une grande lectrice de Virginie Despentes. Je repense à mes dernières claques de lecture. L'art de la joie, par exemple, c'est une écriture c'est des descriptions aussi, des choses qui s'étalent un petit peu parfois dans le temps, et je suis. Par contre, dans l'art de la joie, Modesta, c'est aussi un personnage avec du caractère, et ça, je me rends compte que de plus en plus, je m'entoure de livres avec des femmes qui donnent de la voix et qui nous portent, auxquelles on peut s'identifier, et clairement, Virginie Despentes fait partie de ça. Ouais. Salomé, avez-vous conscience que votre livre peut être clivant, et attendez-vous des retours en ce sens ? Ce qui me tenait vraiment à cœur en écrivant ce livre, c'était que en fait c'est jamais bien ou mal, et que y a des personnes qui peuvent se comporter de manière horrible à certains moments, ou qui peuvent en même temps être horribles avec certaines personnes et bonnes pour d'autres, et que en fait on est tous traversés par ces complexités, et je voulais montrer qu'on pouvait être à la fois une petite pute et puis en même temps une grande sœur très très attentive au bien-être de sa famille, et puis et je voulais que la violence soit traversée de lumière, et je voulais que la tendresse soit aussi un peu sauvage. Salomé, accepteriez-vous de nous lire un extrait de votre livre ? J'accepte, Pauline. Tant mieux. Tennessee, faut que je te raconte un truc de ouf. Chanel trépignait. Dans les yeux de ma mère, j'avais le visage couvert de boue. Je venais d'abattre 3 branches de son arbre généalogique. Nous nous faisions face comme 2 ombres à l'orée d'une forêt d'hécaties. Elle semblait si petite dans ses habits de mère, égarée,
Son jean délavé par l'usure avait les variations du désespoir. Elle vacillait sur le perron de son château de cartes, gardienne d'un foyer qui ne rougeoyait plus. Elle m'observait comme un soldat qui rentre enfin chez lui et découvre sa ville en ruine, fumante, mais qui, épuisée par des mois de combat, ne ressent plus qu'une colère vaine. J'ai imploré la tectonique des plaques pour qu'une catastrophe m'avale. J'ai fixé la peinture écaillée du portail, la boîte aux lettres défoncée, les croquettes du chat dispersées au pied du mur. Où tombent les cigognes quand elles meurent en plein vol ? Explique-moi comment tu t'appelles si t'es encore ma fille et si tu veux dormir sous mon toit. La honte me labourait. J'ai dit qu'il s'agissait d'un jeu. J'ai dit « Mais regarde, Tina fait pareil !» Et ma mère a hurlé « Tina fait ce qu'elle veut, ce n'est pas mon problème !» Depuis le départ de mon père, elle était sensible aux symboles. Il ne fallait pas plaisanter sur le respect de son travail de mère, or les prénoms faisaient partie de son œuvre. J'espérais que Chanel réagisse, qu'elle dise « Pardon madame, j'ai fait une mauvaise blague ». Mais Chanel n'a pas réagi. Elle ne voyait pas le problème. J'aurais pu sonner à sa porte et demander Vanille, Robert ou Lady Di. Sa mère m'aurait laissé entrer, une cigarette à la main, des tampons hygiéniques en guise d'écarteur d'orteils pour faire sécher son vernis à ongles, les cuisses moulées dans un cycliste fluo. Elle n'aurait pas cherché à comprendre comment j'appelais sa fille, ni ce que ce nom voulait dire, ni ce qu'on s'apprêtait à faire. Réviser un contrôle de maths ou s'entraîner aux gorges profondes avec le tuyau d'arrosage de la villa qu'elle gardiennait. Dans la vie, Salomé est journaliste. Elle n'a pas reçu de bourse à l'écriture du CNL pour l'écriture de son roman. Normal, le CNL ne peut attribuer une bourse d'écriture qu'après la publication d'un premier livre et à compte d'éditeur.